fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Ça va que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, on reçoit le comédien Reda Kateb, en ce moment à l'affiche d'Hors Normes, le dernier film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, dans lequel il joue le rôle de Malik, responsable associatif bienveillant et courageux. Assez proche de l'homme que semble être Reda aujourd'hui. On écoute sa définition du bonhomme. L'expression bonhomme, c'est un homme courageux pour moi. C'est quelqu'un qui fait preuve de courage, de panache. C'est un homme qui a du courage. Et toi, t'es un bonhomme? Ouais, je suis un bonhomme, ouais. Dans ce sens-là, dans cette acception du mot, ouais. Est-ce que y a d'autres bonhommes dans ta vie? Qui ont été les bonhommes autour de toi qui t'ont justement appris cette définition-là? Le premier bonhomme d'un homme, c'est son père, donc... ça a été la première personne que j'ai regardée, que j'ai admirée, que j'ai suivie. C'était un homme très courageux qui avait quitté l'Algérie pour venir faire du théâtre en France, qui a vécu cette vie d'immigré artiste et qui m'a donné envie de le suivre et de monter sur scène quand j'étais petit. Et est-ce qu'on peut dire qu'une mère est un bonhomme, du coup, avec cette définition? Non, mais par contre, c'est pas une bonne femme. Dans l'acception du mot bonne femme, il y a tout de suite quelque chose de péjoratif, quelque chose de presque d'avilissant. Non, une femme, c'est pas un bonhomme. Une femme, c'est une femme. Une femme, elle a sa force et son courage, mais sur certainement d'autres modes que ceux des hommes. Faire en tout cas un portrait des différences entre les hommes et les femmes, là, comme ça, en 2 secondes, ça va être un peu difficile à synthétiser. Mais c'est sûr, c'était pas une bonne femme. Non. Et toi, qu'est-ce que t'as gardé le plus de ce modèle de bonhomme qui est ton père? Je pense que une des choses que j'ai prises le plus, c'est un dévouement à ce que je fais, un dévouement à la passion que je peux avoir pour ce que je fais dans mon métier notamment, et aussi une forme je dirais que de toujours considérer que les choses qu'on défend, que ce soit les personnages ou les histoires, sont plus grandes que notre nombril, quoi. De porter des choses qui nous dépassent. C'est quoi l'homme type, s'il y en a un, dans ton environnement familial ou celui qui t'a formé? Est-ce qu'il y a une masculinité type qui vous est propre à vous, les hommes de ta famille? Dans ma famille, en général, je pense que la masculinité est teintée de féminité. Moi, je m'appelle Kateb. Kateb, ça veut dire écrivain en arabe. Ça vient de Kitoub, le livre. Et je suis issu d'une lignée d'ancêtres poètes, artistes. Certains faisaient les fantasias dans les mariages avec les chevaux, etc. Et donc, je pense que les hommes dans ma famille ont toujours accordé une certaine place à leurs sentiments, à leurs sensations, à leurs émotions, ce qui est souvent pas un des traits donnés à la masculinité en général. Donc, c'est une famille de bonhommes chez qui il y a beaucoup de féminité. D'ailleurs, ça me fait penser à Vincent Cassel qui joue dans Hors Normes, qui disait il n'y a pas d'acteurs en France, il n'y a que des actrices. Et je le rejoins pas mal là-dessus. Et t'étais quel genre de petit garçon? J'étais un petit garçon genre, je dirais pas introverti, assez rêveur. J'étais un enfant assez rêveur, très joueur en même temps dans la cour, par moments meneur, par moments dans mon coin, pas trop suiveur à vrai dire. Et puis très souvent à embarquer mes copains et copines dans des projets, des choses.
J'avais monté un petit journal quand j'étais à l'école primaire que je m'étais arrangé pour imprimer moi-même, etc. J'ai toujours eu des projets en tant qu'enfant. Je me raccrochais toujours à des projets. Et plutôt bien dans tes pompes, tu t'es toujours senti, entre guillemets, comme les autres ou à ta place là où t'étais ? Non, sincèrement, je me suis senti toujours différent des autres. Déjà, je suis un enfant d'immigrés de deux types d'immigration, de l'Est et du Sud, d'Afrique et des pays de l'Est. Parce que ta mère vient Ma mère est l'Est. d'origine tchécoslovaque à l'époque. Grandissant dans un quartier populaire, mais en même temps ayant des parents d'un certain niveau culturel qui me donnait aussi accès à d'autres lieux. J'allais à Paris très tôt quand des copains d'école et des copines ne bougeaient pas de la cité. Parce que oui, t'as grandi en banlieue. Ouais, en proche banlieue à Ivry-sur-Seine. En tout cas, ouais, tout m'a toujours ramené à quelque chose de différent, de pas dans une case. Et par moments, c'était sûrement un peu difficile à vivre, mais en même temps, ça a toujours été ma chance de jamais me figer dans une case. Est-ce qu'il y avait des personnalités, des célébrités ou des références de l'époque des hommes auxquels tu t'identifiais ? Donc c'est plus à l'adolescence qu'on a cette envie de s'identifier, mais est-ce que tu te souviens un peu de tes références ado Sincèrement, je sais pas, je crois que très tôt j'ai cultivé ma singularité en fait. Très tôt, je me suis pas identifié à d'autres personnes que mes parents. Mais quand j'ai commencé à avoir une passion pour le cinéma, à rêver de devenir acteur, etc., je m'imaginais, je m'identifiais à Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Christopher Walken, ces gens-là de l'époque, des têtes en fait. C'était ce moment aussi, parce qu'on est dans la période un peu du nouvel Hollywood, etc. Et c'était ce moment où il n'y avait pas besoin d'être lisse pour faire du cinéma, et où on pouvait avoir une gueule, ce à quoi on m'a sans cesse ramené par la suite, et en faire un avantage plutôt qu'un boulet, quoi. Et justement, c'est ma question d'après. Quel rôle joue ton apparence physique dans ton métier ? Elle joue certainement un rôle primordial, puisque c'est ce que les gens voient quand je suis sur un écran. Mais moi, à l'intérieur de moi, elle joue pas grand-chose. Je veux dire, j'aime bien m'habiller. J'ai une apparence plutôt soignée, mais au-delà de ça, je ne cultive rien dans mon métier. J'essaye de m'effacer, moi, derrière les personnages que j'ai à jouer, derrière ce que j'ai à raconter. Et donc, mon apparence physique, c'est juste un véhicule à histoire, quoi, en fait. Et t'as toujours été à l'aise avec ? Non, j'ai pas toujours été à l'aise avec mon physique, loin de là. J'ai eu un physique qui m'a bien pourri mon adolescence, notamment... avec beaucoup d'acné sur le visage qui m'ont rendu quelques années assez difficiles. Mais je sais plus, j'avais entendu à un moment, c'était une interview de Jacques Brel à l'époque, dans Radioscopie de Jacques Chancel, un autre podcast qui date d'il y a quelques temps, et où il disait que c'était très dangereux d'être très beau quand on est très jeune, en fait, et que pour un artiste. Et qu'on pouvait vite, à un moment, se suffire, et qu'à se suffire, on pouvait vite devenir suffisant. C'est une phrase qui m'est restée, parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, tant mieux que je sois pas dans les canons de beauté du moment. Un jour, mon heure viendra. Tu savais déjà que tu voulais être acteur ? C'était acteur, Je savais déjà, à ce moment-là, ouais, que je voulais être acteur. Mais c'est pas venu tout de suite. Au début, c'était juste peut-être mettre en scène, réaliser. D'ailleurs, au tout début, c'était plus le théâtre, en fait, qui me faisait rêver. Ensuite, j'ai été projectionniste dans un cinéma, ouvreur, j'ai pu voir plein de films. Et le cinéma a commencé à me faire rêver depuis la salle de cinéma, depuis une petite salle dans laquelle je travaillais. Et du coup, ce que tu dis, c'est que tu as été de plus en plus à l'aise avec ton apparence physique en grandissant puis vieillissant. C'est un phénomène qu'on voit souvent chez les hommes dans le cinéma par rapport aux femmes.
Ça fait quoi justement d'avoir le sentiment qu'on est plus physiquement attractif, que ce soit pour le public ou pour les personnes qui nous embauchent, et que ça aille en s'améliorant, ce genre de choses? Est-ce que quand on en a conscience, ça nous donne une confiance, une forme de renaissance vis-à-vis de ça, ou... Pas forcément de renaissance, parce que je peux pas dire que ces années où mon physique n'était pas dans les cases les mieux vues et tout ça, était une petite mort, mais oui, ça donne plus de confiance, c'est sûr. C'est sûr, de toute façon, c'est toujours dans l'interaction avec le regard de l'autre que quand on vous regarde avec quelque chose de positif, ça vous donne de la confiance, bien sûr, et ça vous donne sûrement aussi de la légitimité, mais après, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on peut vous tourner le dos, vous aimer pour les mêmes raisons. Donc il vaut mieux rester soi-même. On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais t'es considéré comme pas que, mais comme un acteur à gueule. Enfin, c'est un mot que t'as utilisé et t'es pas le seul à l'utiliser en ce qui te concerne. Ce qui est le cas de Vincent Cassel aussi. Il dit qu'on lui dit souvent, et il joue à tes côtés dans le film Hors Normes. Et est-ce que c'est satisfaisant d'être qualifié comme ça, ou parfois on n'a pas le sentiment qu'on fait des raccourcis liés à notre physique et que du coup les rôles sont un peu choisis comme ça? Pour ce qui est du choix des rôles, non. J'ai l'impression au contraire que ma gueule, entre guillemets, me permet de pouvoir jouer tous les rôles. Donc je suis pas casé dans le rôle d'un jeune premier, et je suis pas casé non plus dans le rôle d'un freak ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, j'ai un panel vraiment très large. Après, pour ce qui est de ce qui peut être des fois un peu saoulant, pendant très longtemps, on m'a demandé ce que j'en pensais. En fait, on me disait, on dit que vous avez une gueule, et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je viens de faire. J'ai absolument rien à en dire, quoi. Alors, moi, j'essaye, ma gueule, je mets des petites lotions, des crèmes, comme tout le monde, je la soigne au jour le jour, mais après, pour le reste, c'est juste un véhicule à histoire, ou c'est quelque chose que je porte toute la journée, mais comme tout le monde. Donc très souvent, on me le fait beaucoup, moi, en fait, de me poser cette question-là. Mais au bout d'un moment, très souvent, je renvoyais l'appareil en disant « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre gueule, quoi ?» C'est pas parce que moi, je suis acteur que j'aurais forcément des choses à en dire. Et c'est quoi le plus beau compliment, selon toi, qu'on puisse faire à un homme, en général? Le plus beau compliment J'imagine, c'est de dire que vous avez changé quelque chose chez moi. Voilà. Une des choses les plus dures, justement, et on en revient à comment est-ce qu'on peut se figer dans qui on est, etc. L'une des choses les plus dures, c'est de changer, finalement, et de continuer de changer quand on pense être adulte, avoir une personnalité déjà bien figée, bien construite. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit vous avez changé mon regard sur quelque chose, vous m'avez changé sur quelque chose, peut-être c'est le plus beau compliment. C'est quoi les grands traits de caractère qui font l'homme que t'es aujourd'hui? La passion, le courage, la bienveillance, une forme de nervosité souterraine, derrière un calme apparent. Et un grand épanouissement. Il y a un des rôles comme ça qui décrit le plus, parce que j'ai vu des rôles assez énigmatiques, où tu as un rôle où tu imposes le respect, où tu es assez sérieux. Et ce que tu décris là, de ce que tu es aujourd'hui, c'est quand même parfois assez différent. Est-ce qu'il y a un rôle qui est le plus proche de l'homme que tu es aujourd'hui, dans ceux que tu as joué, qu'on a pu voir au cinéma? Oui, sûrement le film qui sort demain, qui s'appelle Hors Normes, dans lequel peut-être ce personnage me ressemble le plus, mais j'avoue que je joue pas pour justement développer une personnalité qui serait la mienne. Je joue pour me déguiser, pour rentrer dans la vie des autres, pour rencontrer les autres, pour sortir de moi-même. C'est ça qui me plaît. Donc, je passe pas tant de temps que ça à me demander suis-je ou ne suis-je pas. Parfois, ça peut faire écho comme ça, par hasard, et on se dit, ah tiens, ça, cette émotion-là, ou ce... Ouais, non,
Enfin, je suis quelqu'un dans la vie, je pense, de très doux, par exemple. J'ai un grand plaisir à jouer la violence au cinéma. J'adore jouer des choses qui sont différentes des journées que je passe quand je tourne pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à tous les coups ? Ça peut être une scène de film où à chaque fois, tu sais que tu vas avoir des frissons ou que ça va te perturber. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans la vie ou au cinéma ? Dans la vie, je suis très touché par le regard que portent les enfants sur leurs parents, en fait. Et justement, une chose qui peut vraiment me mettre à terre ou au contraire me révolter, c'est l'humiliation d'un parent devant son enfant. Voilà, ça peut provoquer quelque chose de très puissant. Et puis aussi la gentillesse, la vraie gentillesse, ça me touche toujours. La gentillesse désintéressée. Et tu disais que dans ta famille, justement, il y avait ces hommes qui laissaient place à leurs émotions. Est-ce que t'es quelqu'un de plutôt qui laisse sortir ses émotions ou assez pudique là-dessus ? Je suis très pudique. Et du coup, les rôles, les personnages me permettent de sortir des émotions que je ne sors pas forcément dans la vie. Non, sinon, j'essaye d'être dans des rapports assez apaisés avec les autres et moi-même. Et par moments, je peux me méfier même de vagues d'émotions, de choses un peu trop fortes. Je préfère les laisser dans les histoires que je raconte. Autre sujet, un peu plus léger, tu casses un cliché parce que tu as un petit chien qui s'appelle Polo, qui est un Yorkshire, qui est pas souvent pas là, malheureusement, aujourd'hui, mais je prenais un taxi moto ce matin, c'est exceptionnel. C'est compliqué. Ouais. Et encore, je pense qu'il peut se porter facilement. Sur la moto, j'évite, mais parlons de mon chien, alors j'adore. Ouais. Yorkshire, c'est plutôt, à Paris en tout cas, une race qu'on voit avec des dames. Je dis le mot dame, mais ça peut être plein de genres. Et du coup, c'est vrai que ça casse un petit cliché de t'imaginer avec ce petit chien. Ça me plaît bien de ne pas vivre dans des clichés, c'est sûr. Et puis de temps en temps, mon chien, c'est un révélateur des clichés des autres. C'est-à-dire que c'est vrai que quand les gens viennent vers moi en me disant « Ah, je vous aurais pas vu avec un chien comme ça » et tout ça, c'est un petit indicateur sur les gens que j'ai en face de moi. Mais après, un chien, c'est pas un accessoire, en fait. Moi, c'est un chien que j'ai adopté dans un refuge. Au tout début, je me voyais avec un labrador. Il se trouve que c'est ce petit chien-là que j'ai rencontré et que j'ai sauvé de ce refuge il y a maintenant 5 ans. Et en fait, c'est un pitbull dans un corps de Yorkshire. Un peu comme moi, en fait. Parce qu'on pense à cette scène sur un dalmatien où par la fenêtre, ils voient passer les maîtres et les chiens et à chaque fois, ils se ressemblent, quoi. Et du coup, qu'est-ce que c'est censé dire sur nous, ce genre de choix ? Mais mon chien et moi, nous ressemblons énormément. Mais il faut voir un film qui s'appelle L'amour flou pour s'en rendre compte. C'est un film de Roman Boringer et Philippe Rebaud qui était sorti il y a 1 an ou 1 an et demi. Et on a 2 belles scènes dedans qui sont, je pense, mes premières scènes de comédie au cinéma. J'en suis très heureux. C'est pour aussi rire aussi justement de cette chose qu'on imagine des relations entre les gens et leurs chiens. Et la personnalisation du chien avec ses émotions. Et la personnalisation du chien, comment est-ce que les gens peuvent parler à leur chien et tout ça. Mais après, le chien, il humanise vachement les gens, quoi. Il y a un truc où... Pareil, c'est un révélateur de beaucoup de choses sur les gens que je rencontre, mon chien. Et sans transition avec le sujet d'avant, et c'est ma dernière question. T'es aujourd'hui papa, et qu'est-ce qui te semble le plus important à transmettre à ton fils ? Puisqu'on parlait de ce que ta famille t'avait transmis, à quel point c'était important pour toi, si tu devais mettre un point d'honneur sur ce que tu souhaiterais transmettre ? Je souhaiterais transmettre à mon fils des ailes pour s'envoler. Voilà. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.